Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, si vous voulez bien rejoindre vos places. Merci, mes chers collègues, de votre patience. Encore toutes nos excuses, mais bon, la loi fait loi, il fallait bien qu'on fasse les choses. Donc, ça a permis, comme ça, de donner la liste de l'ensemble des conseillers élus grands électeurs pour les sénatoriales. Je vous propose aussi, de façon très pratique, quand l'élection aura lieu, si vous en êtes d'accord, comme on le fait toujours en fleurs depuis des années, et comme le veut la tradition, on essaiera de partir ensemble dans un petit bus, puisque ça sera plus sympathique d'abord, et puis plus écolo également, pour pouvoir voter à temps. Voilà. Donc ce sera au mois de septembre, on aura le temps d'en parler, si vous en êtes d'accord, bien sûr, hein, plutôt que de partir les uns et les autres de façon diverse. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de mettre à l'ordre du jour, de changer un petit peu la présentation. On va revenir tout de suite, hein, bien sûr, sur le ROB qui va être débattu, parce que c'est vrai que c'est compliqué entre DOB et ROB, le ROB maintenant qui va être débattu. Je vous propose de passer le dossier notamment de vente. Alors c'était quel numéro? Je passe voilà, maintenant tu te la mets en troisième position. Alors, je remercie M. Robert et M. Merlin qui nous ont fait l'amitié d'être présents pour ce conseil municipal, parce que je trouve que c'est toujours mieux quand c'est possible, hein, c'est pas toujours possible, que les projets soient présentés par les porteurs de projets. Alors, nous avons M. David Robert, M. Merlin. Excusez-moi, Monsieur le maire, oui. Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes? Oui. Je vous remercie. Oui, parce que vous deviez me donner la parole. Ah oui, madame, allez-y. Parce que toutes vos réponses ne me satisfont pas. En ce qui concerne les commissions, je vous rappelle que le CCGT précise bien que vous avez 8 jours pour planifier les différentes commissions. Les commissions ont été installées le 9 juin, donc là on est loin des 15 jours que vous avez évoqués tout à l'heure. Ça c'est la première chose. Vous disiez que dans notre courrier, c'était plutôt des questions de commission. Justement, c'est bien là que le bas blesse. On nous demande d'encenser votre travail, mais on n'a pas eu l'occasion d'échanger avec nos pairs sur les différentes questions. Donc, moi, ça me dérange terriblement. J'ai même le sentiment que vous avez fait exprès de planifier ça comme ça au dernier moment. Le budget, ça se vote pas le 10 juillet en milieu d'année. Je pense que là, on aurait pu planifier ça différemment. Ça, c'est le premier point. Ensuite, en ce qui concerne la comptabilité, effectivement, moi, je n'appelle pas ça une comptabilité analytique, j'appelle ça une comptabilité détaillée. Donc, on veut nous faire passer des récits pour des lanternes. Ça ne va pas bien nous éclairer quand même. En ce qui concerne le Conseil citoyen de développement durable, je suis désolée, on n'a pas eu un Conseil de citoyen de développement durable, on a eu M. le maire qui a parlé pendant 1h30. Je pensais que c'était pour écouter les citoyens, pas pour écouter M. le maire. Donc voilà, Vous avez fini? Oui. Merci, madame. Attendez, monsieur le maire, je veux compléter les propos de Marie-Noël. Pour élargir un peu le débat, aujourd'hui, il y a au moins 2 situations à laquelle des solutions doivent être prises très rapidement. La première concerne la situation sur la place Albert Sorel, autour des pissotières, situation d'insécurité. La deuxième situation concerne la construction d'une habitation en Laurentide, en écart par rapport au fait qu'on coupe un terrain en 2 et construit non pas un +1 mais un +2. Donc c'est un chantier sur les Laurentides, à savoir que la création de collectifs face à la médiatisation de la ville commence à émerger.
Est-ce que vous allez sur le terrain à la rencontre des habitants? Ce qui est important dans cette période post-Covid, il faut resserrer les liens, se réunir pour proposer et décider des actions pour aider nos concitoyens que d'acheter au monde du terrain. Pas de commission, et le prochain CM à la fin de septembre ou au début octobre. Je voudrais quand même ouvrir la parenthèse en remerciant Mme Fleury de la commission sécurité intégrant M. Brodec et M. Boursier. Pour la première fois, nous avons eu un compte-rendu de la commission finance. À vous écouter, tout va bien. On fait comme avant pendant le dernier mandat. Vous avez la chance d'avoir autour de vous des compétences et des expériences. Imposer des commissions avec un rythme soutenu pour préparer l'avenir, les prochains mois qui risquent d'être difficiles. Dans le monde de nos vies, le Sarpanca endort. Et nous ne voulons pas être endormis. Permettez-moi de vous dire que nous allons quitter la salle et je vous demande que ces propos soient inscrits dans le PV du conseil municipal. Merci. Merci. Je vous remercie de la façon dont vous vous opposez à la majorité. Mauvais perdant, plein d'aigreur et de sentiments. Madame Budard, vos propos, j'espère que vous ne les pensez pas parce que c'est scandaleux ce que vous avez dit. Et Monsieur Lambos, je suis très déçu de la part de Monsieur Lambos. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, chacun appréciera la façon dont vous nous avez dit au début que vous alliez être constructif. Nous allons apprécier. Et en plus, vous vous trompez sur la plupart des choses, sur les commissions, sur les sujets abordés. Enfin, voilà. Allez. Bonne soirée. Bien. Mes chers collègues, je vous propose de continuer. Et si vous en êtes d'accord, ils ont fait leur effet de manche, hein, si vous l'avez vu, vous pouvez témoigner, vous avez constaté. Alors, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de passer maintenant à l'ordre du jour en priorité pour pouvoir libérer M. Merlin et M. Robert l'affaire de vente de terrain de 205 mètres carrés, 30 cours Albert Manuel. Alors, vous vous souvenez, s'il vous plaît, vous vous souvenez que la maison qui jouxte le pôle de santé qui appartenait à M. Varin était à vendre. Sur une partie de cette maison, le terrain appartenait à la ville et avait été mis à disposition pour M. Varin, le temps qu'il habitait cette maison. Malheureusement, il a rejoint un EHPAD maintenant où il est depuis plusieurs mois. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est que la ville propose, puisqu'elle n'en a pas besoin, de vendre ce terrain. Il y a eu une proposition, c'est celle de l'entreprise NMA, que vous connaissez bien en Fleurs, qui bientôt, dans quelques mois, fêtera un siècle de présence sur la ville. Et donc, je vous ai proposé ce soir de rencontrer M. Varin et son collaborateur, enfin son associé M. Merlin, pour qu'il puisse nous présenter ce projet. Voilà, M. Robert, je laisse. Messieurs, dames, bonsoir. Oui, donc nous sommes venus vous répondre un petit peu à vos questions, à vos interrogations si vous en avez. Nous, comme l'a souligné Michel Lamarre, l'entreprise existe sur Honfleur depuis près d'un siècle, puisqu'elle a été créée le 29 décembre 1920. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nos locaux sont exigus, ne répondent pas forcément aux normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Et l'idée, c'est de pouvoir accueillir nos clients dans un cadre un peu plus moderne, fonctionnel, et qui répond aux exigences écologiques actuelles, notamment sur le type de construction. Ça fait presque 5 ans que nous cherchons donc cette solution. Sur Honfleur, comme vous le savez, c'est pas évident de trouver un local commercial qui corresponde à nos attentes, puisque nous, contrairement au grand nombre de commerçants, nous ne sommes pas forcément attirés par la partie, on va dire, touristique de Honfleur. Et le cours Albert Manuel répondait aux critères que nous avions sélectionnés pour pouvoir implanter notre structure. Aujourd'hui, nous sommes donc locataires. L'idée, c'est de venir de construire notre propre agence, de pouvoir développer et pérenniser nos emplois sur Honfleur. Aujourd'hui, nous avons 3 collaboratrices qui travaillent à Honfleur, plus nous 2. Nous avons déjà fait l'acquisition de 3 places de parking dans le programme qui jouxte à côté la Kaufmann pour nos 3 collaboratrices. Et aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir construire notre ensemble, notre base, on va dire, arrière, parce qu'on voudrait essayer de se développer un peu plus sur le Havre. Donc Honfleur est un point de départ idéal pour développer nos activités de l'autre côté de la Seine. Et puis pour info, nous sommes des commerçants, entrepreneurs à Honfleur qui avons on essaie de participer au maximum aux activités et aux associations locales.
On est partenaire de la Régate des entreprises avec le CNH, on sponsorise le petit de Macon judoka en Fleuret, on a participé au projet de Pierre-Louis Atwell, Vogue avec un trône dans le cadre de la course du Figaro, on est partenaire du Rugby Athletic Club, du club de foot de Honfleur, voilà, des focales qui sont actuellement sur Honfleur, madame. C'est que du sport? Non, les focales, c'est pas du sport. Voilà, le CNH, il n'y a pas que des sportifs au CNH, hein, vous les connaissez mieux que moi. Un peu de culture, on est ouvert à des propositions, voilà. Donc, si vous avez des questions à poser, l'idée, c'est pour MMA, je répète un peu ce que M. Robert vous a dit, c'est de rester sur Honfleur, de garder en plus les personnes qui travaillent sur le site, mais pouvoir avoir une visibilité plus attractive en utilisant le cours et la proximité du nouveau pôle santé. Voilà. Donc, on a bien sûr questionné, M. Louvel est à nouveauté, s'il y a besoin d'informations complémentaires, le service des domaines. Elle est partie sur lui. Parce que le service des domaines donc, a expertisé la valeur du bien, et à l'heure actuelle, donc, la société Revers et Merlin a proposé donc, 65 000 €, ce qui est légèrement supérieur à la valorisation par les domaines. Donc on est tout à fait dans les règles. On vous propose, donc, si vous en êtes d'accord, sauf si vous avez des questions, n'hésitez pas, de vendre ce terrain, 65 000 € à la société MMA et à M. Revers et Merlin, Pierre Merlin, pour qu'ils puissent garder leur siège social et continuer de se développer. Voilà. Vous avez votre question, les amis? Merci beaucoup. On passe au vote. Ah ben, on va laisser sortir, parce que pour voter, il faut que les récipients de terrain soient partis. Merci à vous deux. Merci beaucoup, M. Robert. Merci, M. Merlin. Bonne fin de soirée à tous les deux. Voilà. Je vous propose de passer au vote, voilà, sur ce dossier qui dure depuis plusieurs mois avec les histoires de Covid et qu'on n'a pas pu aller plus vite. Pas d'abstention, dites votre compte, je vous remercie pour eux, et comme ça on garde votre entreprise et continue de se développer à Honfleur. Voilà, si vous voulez bien, on peut peut-être passer quelques délibérations diverses, et puis comme ça après on pourra entrer dans le débat d'orientation budgétaire. Alors, ah oui. L'architecte des bâtiments de France, Madame Duclévière, m'a demandé d'ajouter à l'ordre du jour, également si vous en êtes d'accord, un sujet important, puisque nous souhaitons créer une charte de couleurs en ce qui concerne le balisme en fleurs. Les gens font tout et un peu n'importe quoi. L'architecte des bâtiments de France se propose de lancer une étude pour pouvoir créer une charte, une sorte de palette de couleurs. De cette façon-là, lorsque les commerçants ou les habitants voudront refaire leur façade, il leur sera proposé une charte dans l'harmonie des couleurs de Flores pour éviter qu'on ait un peu n'importe quoi partout. On l'attendait depuis longtemps. Elle m'a demandé de le faire d'urgence, puisque d'ici quelques temps, les possibilités pour avoir des aides et des subventions sur le sujet n'existeront plus. Donc je vous propose d'en délibérer, à la fois pour créer cette charte, alors élaborer un guide de coloration nuancier des façades de toute la ville d'Honfleur, proposer une cohérence architecturale à travers les couleurs, en respectant les matériaux d'origine et l'écriture architecturale, mettre en valeur la richesse des textures et des matériaux colorés du patrimoine honfleurais, aboutir à des documents simples, fiches conseils pour valoriser l'existant et renforcer les caractéristiques locales. L'avant-projet, donc, c'est un cahier des clauses techniques particulières, définir le périmètre géographique et les types de constructions concernées, étude du PSMV et autres documents d'urbanisme, recueil des documents ou témoignages oraux, prévoir une réunion de lancement avec l'ABF et la commission locale, le diagnostic, l'échelle d'un territoire, s'intéresser à l'environnement d'Honfleur, ce qui se passe autour, ville, paysage voisin, paysage portuaire, maritime, minéral et végétal. Observer le fonctionnement des couleurs, les caractères, les ambiances colorées, la lumière, et déterminer le caractère d'Honfleur dans les quartiers concernés, ou non, par cette charte colorée. Ligne conductrice, articulation de la ville et trame. L'échelle d'une rue, définition des secteurs, des types de construction et des supports de couleurs, construction à caractère patrimonial, construction récente, devanture commerciale, façade enduite, en briques, appan de bois, modèle nature, volets, portes et ferronnerie. Ensuite, modèle 3 à l'échelle d'une façade, on identifie les matériaux de la façade, les toitures, le relevé de couleurs qui existait, on fait des recherches, on propose un nuancier en situation devant la maison, on détermine enfin la couleur qui fonctionne, suppression, conservation, introduction de teint.
Voilà. Recueil des données, visite de site, réunion, présentation, validation. Puis la mise en place de la charte colorée ensuite. Donc c'est tout un travail, hein, parce que c'est vraiment, on approfondit, on part de l'ensemble du territoire avec les entrées d'Honfleur, et puis on va vers le centre, l'hypercentre, et puis on regarde aussi les différents quartiers, parce qu'on peut proposer aussi aux quartiers qui sont excentrés de profiter de cette charte des couleurs. Alors après, bien évidemment, le coût forfaitaire sera entre 12 000 et 15 000 euros, mais Madame Leclévière me dit, si on s'y prend maintenant, il existe encore des lignes budgétaires pour avoir des subventions. Et on vous propose de demander les subventions les plus importantes possibles. Voilà. Michel, oui. Est-ce que ça a été rapproché par rapport au Conseil des sages? Parce que si ils avaient travaillé sur les couleurs et sur les matériaux. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer par rapport à ceux qui ont déjà fait des travaux et qui n'ont pas respecté? Alors ceux qui ont déjà fait des travaux, bien bon, malheureusement c'est fait. Par contre, pour l'avenir, c'est ce qu'elle me dit, c'est intéressant. Alors d'ores et déjà, elle le fait. Elle me dit, d'ores et déjà, je fais ce travail. C'est-à-dire que je conseille les habitants, les commerçants qui viennent me trouver, mais, me dit-elle, j'ai pas de charte, j'ai rien à proposer de travailler. Et là, il faut carrément une coloriste spécialiste en urbanisme. C'est vraiment une spécialité, et je crois que c'est à Bayeux qui l'ont fait, à Manier, où ça a très bien fonctionné. Et elle dit, ça aide l'architecte, ça aide le maire, plutôt que les gens partent dans tous les sens. Et puis, elle me dit, c'est pédagogique. À partir du moment où la personne commence à se poser la question, quelle couleur je vais mettre sur ma maison, elle commence à se dire, ensuite, quel matériau, quelle fenêtre. Bref, ça donne l'élan, ça donne envie aux gens de protéger leur patrimoine. Donc je pense que c'est une bonne chose, c'est bien de le raccrocher, c'est une dépense, j'allais dire, qui n'est pas non plus faramineuse, entre 13 et 15 000, mais c'est surtout le fait que pendant que Madame Leclévière est là, elle va porter le dossier et elle va essayer de demander les subventions le plus rapidement. Donc je l'ai vu, pour tout vous dire, mercredi, midi, et elle m'a dit, il faut vite vous dépêcher, et elle nous a envoyé la délibération d'autres communes. Caroline ? Oui. Moi, c'est pour dire que sur le territoire d'Honfleur, on avait une Florette qui travaillait sur ce sujet. Oui, tout à fait. Des expériences, notamment à Bayeux, mais aussi à On a la chance, oui, on a la chance d'avoir une jeune Honfleuraise qui a la compétence en plus. Son cabinet est tout à fait compétent. Alors si ça se trouve, c'est elle qui a été retenue à Cabourg. Oui, non? Oui, c'est ça. Alors sans prétendre, parce qu'il y a un concours, des demandes de candidature, mais en plus, elle pourrait très bien répondre. En tout cas, c'est que constructif et que c'est intéressant de proposer aux gens qui arrivent ici une palette de couleurs. Aujourd'hui, on l'a pas. En plus, elle est artiste, donc du coup, elle a une sensibilité supplémentaire. C'est pas seulement quelqu'un qui a appris voilà, de façon froide et distante, elle a vraiment une sensibilité créatrice. Ouais, c'est vrai. Quelqu'un de... Voilà. Et puis, je vous propose dans la même délibération d'ajouter que nous demanderons les subventions les plus importantes. Pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Alors, ensuite, là, on a vu la carte foncière. L'allocation des vélos électriques. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque j'ai été entendu avec, vous savez qu'on avait reçu, à la demande de l'opposition, le groupe, alors c'est pas Skeolis, qui s'occupe du transport. Ils ont mis en place 8 vélos électriques, et à l'époque, ils proposaient une demi-journée 8 €. Eh bien, ils ont proposé de baisser à 6 € et à moins 4 € pour les abonnés au réseau d'Achobus. Et puis ensuite, ils ont proposé la journée à 11 € et à 7 € pour les abonnés Achobus. Donc, ils ont vraiment baissé les prix. Voilà, ce qui entraînerait des répercussions budgétaires suivantes. Charge 24 000 €, casque en plus, puisque M. Arnaud nous avait demandé d'ajouter les casques. Casque en plus, recettes attendues 14 000 €, soit une participation de la ville pour les 3 ans, donc 10 000 €, décomposée comme suit. 2020, moins 13 000 €, 2021, plus 1 500, 2020, plus 1 500. Donc on passe, c'est ça, 1 500 €. Donc, voilà, ils ont baissé la tarification. Moi, je pense que c'est intéressant parce que ceux qui vont prendre le vélo, c'est un geste pour les inciter à le faire. Et on fera un bilan. Et en plus de ces 8 vélos qui vont être installés, je rappelle que l'opération avec Jeunes Sans Frontières, JSF, voilà, Jeunes Seniors Famille, mais là, c'est pour ma dit Gary, bien précisé, c'est pour l'emploi, c'est tout ce qui concerne l'emploi. Et puis, bonne nouvelle également, puisqu'on a équipé nos policiers municipaux de 2 vélos électriques, et d'ailleurs qui maintenant vont aller sur le plateau. Oui, voilà. je les ai vus.
Voilà, ils étaient là cet après-midi. Hier. Voilà, merci, parce que comme sur le plateau, il y avait des demandes, ils vont aller sur le plateau et dès cet après-midi, ils y étaient. J'ajoute aussi une petite information que dans le cadre des rodéos urbains, le commandant Ballard et la Brosse ont saisi 4 motos. Voilà. Monsieur le maire. Oui. Donc, pour informer nos collègues concernant Keolis, les 8 vélos sont en place et opérationnels depuis aujourd'hui à la gare routière. Donc, le service est installé. Merci, Nicolas. Donc, sur cette location de vélo et cette baisse de tarif, je ne pense pas qu'il y ait de votre compte ni d'abstention. Je vous remercie. Rapport, on y vient tout à l'heure, compte administratif. Je sais, comme ça, on aura tout le temps après pour le rapport. Affectation de résultats, communication, budget collectif, subventions. Alors, les subventions, on peut peut-être les regarder rapidement. Voilà. Les subventions, on a beaucoup travaillé. Je voulais remercier les adjoints, notamment Catherine en tant qu'adjointe aux finances, mais Caroline également, et puis Nicolas, ainsi que l'ensemble de Madame Marieux, qui n'est pas là, mais qui nous a beaucoup aidés, parce que dans le cadre du Covid, forcément, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? L'idée était de protéger le tissu associatif local, parce qu'on se rend bien compte que ces associations, depuis des années, nous accompagnent en matière sportive, en développement culturel, en développement social, en développement environnemental à tous les niveaux, et on n'allait pas, entre guillemets, gagner des sous sur leur dos. Mais en même temps, on a eu en face de nous des présidentes ou présidents, des responsables associatifs, j'allais dire très responsables et très sérieux, et qui nous ont dit, écoutez, cette année, c'est une année particulière, on ne va pas se lancer dans des dépenses comme ça, sans savoir où on va, donc nous aurons moins de dépenses, il y a des actions qui seront annulées, il y a des manifestations qui ne se feront pas, en l'occurrence, la subvention, on n'en a pas forcément besoin complètement. Et Catherine dira peut-être dans le détail, mais de cette façon, la ville, il y a eu un geste de la part des associations entre 35 et 50 000 euros. 18% la subvention, mais c'est 18% pour un montant supérieur à 50 pour un, je m'excuse, les subventions baissées de 18% pour un montant de 55 ou 56 000 euros, sachant que si les manifestations viennent à se produire, on sera de nouveau à côté des associations s'il y a un retour à la normale en septembre, octobre. Donc voilà, c'est pratiquement une économie d'un peu plus de 50 000 euros. Je voulais, en votre nom à tous, remercier la responsabilité du monde associatif, notamment des présidents. Et quand on a regardé à la loupe avec Nicolas, Caroline, Marie-Jo et Catherine, vraiment, les petites associations, lorsqu'elles avaient des petites subventions à 1 000 euros, on n'a pas touché. Parce qu'on s'est dit, c'est ridicule de toucher à ces associations qui, l'année prochaine, vont revivre et faire revivre le système associatif. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que vous avez reçu le tableau. S'il apparaît des questions, n'hésitez pas. Si on a oublié des choses, si vous voulez des informations plus en détail, n'hésitez pas. Bien sûr, les associations qui nous ont dit qu'elles maintenaient leurs manifestations, leurs expositions, on a maintenu la subvention. On n'allait pas en période de crise la supprimer, d'autant plus qu'elles animent le territoire, toutes ces animations, puis ça sert un peu l'économie. Mais voilà, vous avez un budget, donc quand ce n'est pas des suppressions dans le cadre de manifestations non réalisées, on a gardé pratiquement pour 99% des associations les mêmes montants, parce qu'on n'a pas augmenté cette année. Sauf peut-être de très très rares exceptions, on a gardé les mêmes montants, sinon on a plutôt diminué. Et je voulais vraiment saluer la responsabilité du monde associatif qui a tout de suite compris. Voilà. Donc cette année, cette économie d'un peu de 50 000 euros, on ne la retrouvera peut-être pas forcément l'année prochaine. Et il y avait juste une question, une confirmation, encore une association aujourd'hui qui nous interroge sur, après délibération, à quel moment les subventions vont être versées. Oui. Alors, vu le timing qui a été pas mal décalé. Après le vote du budget, oui. Nicolas, après le vote, après le conseil municipal qui est en train de se dérouler. Oui, non mais c'est... Oui, mais après, j'ai bien compris. À peu près une quinzaine de jours que les virements soient sur le compte. Fin juillet du 15 août peut-être. Parce que c'est le temps que tout ça se mette en place. Mais voilà, l'important c'est qu'on a maintenu le côté fonds associatifs et de l'autre côté on a eu des gens qui ont très bien compris. Alors, je vous propose de voter pour l'ensemble de nos associations. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre et je vous en remercie.
Ça, c'est Catherine tout à l'heure qui viendra. Le fonds de solidarité logement, c'est le FSL, il est géré par le département. Il correspond à une somme forfaitaire, c'est 17 centimes d'euros par habitant, ce qui représente pour Honfleur 1300,84 euros. 1300 euros. Alors c'est important parce que quand on adhère à ce fonds, les ressortissants honfleurais peuvent bénéficier d'aide lorsqu'il leur arrive un pépin dans la vie, chômage, décès, enfin maladie d'un conjoint. Là, le FSL aide à partir du moment où la ville cotise. Si la ville ne cotise pas, le FSL n'aide pas. Et 1300 euros pour 7652 habitants, ça reste très raisonnable. Je pense qu'il n'y a pas de problème, pas d'abstention, pas de vote contre. Convention d'insertion avec l'association environnement et littoral, elle fait le boulot pour l'année. On retrouve les mêmes montants. La convention doit être signée en 2020 et le coût sera de 40 000 euros, comme en 2019. Le descriptif des travaux est établi en collaboration avec l'adjoint aux travaux et les services techniques. Alors, c'est intéressant puisqu'on aide des gens en insertion et en plus, on entretient l'ensemble d'une grande partie du territoire de la ville, la plage, le point de c'est ça, et puis les services techniques en général. Je ne pense pas qu'il y ait de problème sur le versement de la subvention à être de l'eau, 40 000 euros, pas d'abstention, ni de vote contre. Ah oui, très bon travail. L'avenant au numéro 1 au contrat d'exploitation du petit train. À partir de 2012, la ville a procédé au remplacement du petit train touristique, élément incontournable qui participe à la découverte de la ville. L'investissement s'est élevé à 213 200 euros et l'exploitation de cet équipement a été confiée par contrat après consultation à la société Keolis. Ce contrat arrivera à échéance le 31 décembre 2020. En raison de la crise sanitaire, un avenant à ce contrat va devoir être signé afin de suspendre la circulation des véhicules durant toute la saison touristique. En effet, le maintien de l'activité avec les règles de distanciation sociale aurait conduit à engendrer un déficit de fonctionnement. Il est donc souhaitable d'interrompre la circulation du petit train pour l'année 2020. L'excédent d'exploitation dégagé en 2012 a été de 301 000 euros. Après déduction des amortissements, achat de la locomotive et des wagons, l'excédent net ne sera que de 240 000 euros. La moyenne annuelle des recettes est de 150 000 euros et les dépenses s'élèvent environ à 82 000 euros. Personnel, assurance, communication. Au cours de l'année 2019, le nombre de billets vendus a été de 25 862 à raison de 18 390 pour les adultes, 1989 pour les enfants et 5 483 pour les groupes. La progression annuelle est de l'ordre de 2%. Il est donc demandé de nous autoriser à lancer la procédure de mise en concurrence pour l'attribution du futur marché d'exploitation du petit train pour une durée de 2 ans, à compter du 1er janvier 2021. Voilà. Ce petit train, quand même, génère pas mal d'argent. On voit qu'on est en fleur de 300 000 euros et il permet à des gens, notamment, d'éviter de prendre les voitures, notamment personnes âgées ou handicapées, de découvrir la ville et de monter jusqu'à la chapelle de Grasse. Sur cette délibération, pas de problème particulier, pas d'abstention ni de vote contre, je suppose. Développement de la lecture publique. Donc, convention d'objectif niveau 1 entre le département du Calvados et la commune d'Honfleur. Le département contribue à travers les missions confiées à la bibliothèque du Calvados à la promotion et au développement de la lecture publique de son territoire. Il mène une veille active dans le domaine des évolutions des bibliothèques et de ses publics afin d'en faire bénéficier l'ensemble du territoire départemental. Dans ce cadre, il est partenaire des communes qui développent un service de lecture publique. La convention d'objectif de niveau 1 vise à améliorer certains services de la bibliothèque afin d'obtenir un niveau d'établissement de qualité. Mise en place du Wi-Fi à partir de janvier 2021, ouverture jusqu'à 19h un soir par semaine à partir de septembre 2022. La bibliothèque du Calvados, en réponse, continuera à apporter des services adaptés à la convention de niveau 1. Prêt de livres et de CD, navette de réservation, accès à des ressources numériques via la boîte numérique, formation dédiée pour le personnel. Cette convention sera valable 3 ans à compter de la date de signature des deux parties et les objectifs devront être atteints au terme des 3 ans. Je pense que c'est bien pour une médiathèque, cette convention. Elle nous associe à un réseau. Pas de problème particulier, ni de questions, pas d'abstention, pas de vote contre. Toujours dans le cadre des conventions d'objectifs pluriannuels entre la ville et Honfleur et le centre social JSF. Alors là, on retrouve cette convention, comme régulièrement chaque année. La convention pluriannuelle signée entre la ville et JSF s'est terminée le 31 décembre 2019. Afin d'être en mesure de présenter le bilan qui sera dressé par JSF et par la ville d'ici le mois de novembre prochain,
Il est proposé de reconduire cette convention par avenant jusqu'au 31 décembre 2020, sachant que le concours financier apporté à cette association par la ville est de 40 000 € pour l'année, ainsi que la mise à disposition gratuite des locaux dans la maison des familles pour que l'association puisse exercer ses activités. Pour information, le contrat d'objectif signé entre la ville d'Honfleur et JSF vise à encourager le développement et le financement des services de cette association, dont l'origine remonte à 2002 et dont le champ de compétences et d'action se situe sur le quartier du Canteloup, mais aussi maintenant bien au-delà. Favoriser le lien social et vivre ensemble, proposer un accompagnement social et socio-professionnel, proposer un projet aux familles, accompagner la parentalité et la réussite éducative, renforcer la participation des habitants. Le nombre total des participants de toute activité confondue est de 250 pour le pôle jeunesse et multimédia, 1700 pour le pôle adultes et famille, 14 catégories d'activités sont proposées, 6 sont destinées aux adultes, 3 sont destinées aux familles, 2 sont destinées au public jeune, 3 sont ouvertes à tous. Le budget annuel de l'association est de 290 000 €, dont le financement est assuré par l'État, le département, la région, la CCPHB, la CAF et d'autres organismes. La ville, de son côté, participe à hauteur de 15%. Donc, peut-être Catherine veut nous dire un petit mot sur les actions? Non, pas particulièrement ici. Ma seule question, c'est est-ce que je vote ou est-ce que je m'abstiens? Ah oui. Ah bon, oui, pas participation au vote pour Delphine et pour Catherine, parce que comme vous siégez au conseil d'administration du GSF, merci Catherine. Voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà, sinon on vous propose de reconduire notre participation qui est de 40 000 €. Donc. Et puis la mise à disposition des locaux, je rappelle, qui ont été vraiment réhabilités par la ville à destination de GSF. Oui, Catherine. Excusez-moi Michel, je ne m'attendais pas à votre interpellation. Donc je voulais juste signaler que JSF est resté actif pendant toute la période du confinement, en mettant à disposition des publics plusieurs actions, entre autres médiatiques, par des tutos de tout genre et par une mise à disposition de documents gratuits. Donc on a continué à travailler, même en télétravail, si vous voulez, même en présentiel. Voilà. Merci, c'est important de le rappeler parce que ça a été important pendant cette période sur le quartier. Voilà, donc chers amis, je salue le travail que fait JSF et notamment en représentant au conseil d'administration. Pas d'abstention ni de vote contre. Merci pour GSF. Alors, projet de mise en œuvre de la procédure visant à soumettre à déclaration préalable les changements d'usage afin de limiter le développement des logements touristiques, en particulier dans le secteur du patrimoine remarquable. Alors, je vais peut-être résumer aussi une longue délibération, mais vous avez tous compris, ça a été un engagement de campagne, préserver l'âme de la ville d'Honfleur, garder son authenticité, son caractère, c'est forcément, ça passe par préserver ses habitants et faire que la ville soit habitée. Or, la prolifération du Airbnb notamment, je le redis bien, pour des chambres d'hôtes, parce qu'il y a des habitants par essence dans une maison, il y a des chambres d'hôtes, il y a des Honfleuraises, des Honfleurais, et je dis toujours, tant mieux, pour une fois que le touriste peut rapporter cette économie à des habitants dans leur maison, ça met du beurre dans les épinards, c'est que du bonheur. Mais la prolifération d'investisseurs des fois lointains à travers l'achat d'immeubles entiers pour y créer du Airbnb, la ville commence à être saturée. Il y a pratiquement sur Honfleur plus de 1900, pratiquement 2000 gîtes Airbnb dans la ville sur 5700 habitations. Donc il est temps de réguler, non pas d'interdire, de réguler. C'est l'Airbnb qui existera, continuera d'exister à l'instant T, mais dans l'avenir, l'idée c'est de demander l'autorisation au préfet. Chaque fois qu'il y aura changement de propriétaire, celui-ci devra demander un numéro d'attribution à la mairie. Et ensuite, ce numéro d'attribution permettra de vérifier si la destination du bien est changée. C'est-à-dire, j'ai une maison avec une famille à l'intérieur, etc. Elle est vendue. Eh bien, la personne qui va acheter, qui vend, demande un numéro pour annoncer cette vente ou cet achat. Et à partir de là, on peut tout de suite définir quelle va devenir cette maison. Si on nous dit c'est pour faire du Airbnb, on peut s'y opposer en disant il y a dans ce quartier plus de 50% de Airbnb, cette maison va rester une destination pour des gens qui vont y vivre à l'année.
Je rappelle que c'est un engagement de notre campagne, mais c'est aussi très important parce que ça augure de l'avenir. Les commerçants de proximité traditionnels, nos écoles, nos collèges, nos médecins, ils ont besoin d'une clientèle à l'année. Même si certains touristes consomment chez nous, ça ne remplacera jamais des milliers de clients à l'année qui vivent dans la ville. Donc cette idée que nous avons eue, avec l'aide d'ailleurs de différents partenaires officiels, c'est de demander donc au préfet l'autorisation de changer d'usage. Alors la résidence principale, si le propriétaire souhaite louer son logement plus de 120 jours par an, plus de 120 jours, il doit faire une déclaration préalable à la mairie. S'il loue moins de 120 jours, il n'y a pas besoin. Mais si c'est plus de 120, il doit déclarer à la mairie. Il obtient à partir de là un numéro de déclaration et il doit obtenir une autorisation préalable de changement d'usage. Si la commune décide d'instaurer cette autorisation et que le préfet a donné son accord. Donc pour instaurer cette autorisation de changement d'usage, il nous faut l'autorisation d'abord du préfet. C'est ce qu'on demande ce soir. Alors je ne reviens pas après les résidences secondaires. Quel que soit le nombre de jours loués dans l'année, déclarable en mairie, et l'obtention d'un numéro de déclaration, l'autorisation préalable de changement d'usage à obtenir auprès de la mairie, si décision du préfet. Et là, quel que soit le nombre de jours. L'habitant à l'année, lui, peut louer jusqu'à 119 jours, sans problème, sans demander. Par contre, celui qui est qu'un résident secondaire, lui, quel que soit le nombre de jours, il doit demander son numéro. L'idée, c'est pas d'empêcher le développement économique et touristique, au contraire, c'est de l'harmoniser, de le réguler, pour qu'il soit accepté par les habitants et qu'il y ait une très bonne cohabitation entre les touristes, les visiteurs et les habitants. Parce qu'autrement, si on laisse aller les choses, les gens ne peuvent plus trouver à se loger. Les loyers, on ne peut même pas parler de loyers qui augmentent, puisqu'il n'y a pas d'habitation à louer. Alors heureusement que nous avons une politique de logement social importante, et qui fait qu'aujourd'hui, près de la moitié des habitants sont logés dans les logements sociaux, puisque si nous n'avions pas fait ça, à l'heure actuelle, on aurait eu une hémorragie et énormément d'habitants auraient quitté Honfleur pour aller vers Pont-de-Mer ou vers Lisieux. On les a conservés, on se maintient à près de 7700, 8000 habitants grâce aux logements sociaux. Mais le logement social, par essence, ne sera jamais du Airbnb. Par contre, tous les logements qui ont du caractère, qui sont dans la vieille ville, il y a une grande tentation, puisque c'est intéressant financièrement, de les transformer. Alors on a laissé se développer, c'est normal, on n'allait pas interdire. Je rappelle que dans les années 95 et 2000, une grande partie des maisons d'Honfleur ne trouvaient pas d'acquéreurs. Les petites maisons dans les petites rues, Capucin, Bourdet, etc., les gens achetaient pour très peu, mais c'était bien pour ceux qui pouvaient acheter. Mais les maisons étaient en mauvais état. Le Airbnb, tout à coup, on s'est rendu compte que ces petites maisons qui avaient du charme, quand elles étaient réhabilitées, retapées, ben, c'était intéressant financièrement parce qu'il y avait un très bon turnover de location. Donc, à partir de là, nous, on a constaté que les maisons étaient retapées, les façades réhabilitées, que la ville s'embellissait de plus en plus. C'est pas non plus mauvais. Mais maintenant qu'on arrive dans certains quartiers à plus de 60% de Airbnb, on pense qu'il faut réguler et recréer ce cercle vertueux à l'habitant à l'année, le commerçant artisan traditionnel qui vit grâce à ça, et puis nos écoles qui sont remplies, etc. etc. Donc il faut la proposition ce soir, c'est l'ouverture vers une ligne politique qui veut qu'Honfleur reste une ville vivante du 1er janvier au 31 décembre et ne devienne pas une simple station balnéaire, vide tout l'hiver ou à partir de l'automne, sans vie, sans arbres. Je crois que les artistes qui nous ont précédés, que tout le monde en sens, que ce soit Eugène Boudin, Éric Satie, Alphonse Allais, auraient souhaité ça. Si vous lisez Alphonse Allais, vous verrez qu'il s'intéressait encore plus à ses contemporains honfleurais qu'à l'architecture. Pour lui, le patrimoine qui était vivant comptait plus que l'architecture. Or aujourd'hui, on a un patrimoine magnifique, mais il faut qu'il vive. Il faut qu'il y ait des lumières au-dessus des commerces, etc. Ça ne va pas se faire en un jour, hein, les amis. Mais je pense qu'il faut faire quelque chose. Après, on n'est pas les premiers. Barcelone, Venise, Saint-Tropez, toutes les villes qui attirent connaissent cette problématique. Saint-Malo, il y a eu un reportage sur la 5 il y a quelques temps. Saint-Malo, l'hypercentre de Saint-Malo a vécu une situation à laquelle on pourrait nous ressembler. Voilà, donc je vous propose de demander au préfet cette autorisation, puis petit à petit nous mettrons en place notre commission d'attribution et on pourra réguler. Pas d'abstention, je suppose, et pas de vote contre, je vous en remercie. Personnel, on vous propose
de nommer un adjoint technique de 32, 23, 35e à 10, 35e au 1er septembre 2020. Un ADSEM principal deuxième classe à temps complet passerait à 33, 95, 35e. Un rédacteur deviendrait rédacteur principal de deuxième classe. Pour le service de la police municipale, en vue de la réorganisation du service afin d'être en mesure d'assurer un service avec une plage horaire plus importante, il est proposé la création d'un poste de gardien brigadier à temps complet. Et puis, on vous propose également la mise à disposition à la communauté de communes du Pays d'Honfleur d'un adjoint technique exerçant la mission d'ASVP et de police de l'urbanisme à compter du 22 juin 2020, à raison de 3/5 de son temps. À compter de janvier 2020, cet agent sera intégré dans les effectifs de la CCPHB à hauteur de 3/5 de son temps. Les 2/5 restants seront consacrés à d'autres tâches au sein de la police municipale d'Honfleur. Donc l'idée, l'urbanisme maintenant, Sylvain, président de la commission, connaît bien, et il gère ça depuis longtemps avec expérience et compétences. On se rend compte que nous sommes obligés aujourd'hui, comme nous le faisons pour le Airbnb, là aussi d'être de plus en plus vigilants. Et autrefois, notre service, ça suffisait avec la police municipale, mais on est débordé de gens qui commettent des exactions, qui font des travaux sans déclaration dans les arrière-cours. Et petit à petit, ce patrimoine qui fait la renommée d'Honfleur, notre réussite et qui fait que le monde entier nous envie, ben, il est en train de se transformer en briques et broc et certains font n'importe quoi. Donc là, avec cette charte des couleurs, commence un travail vraiment important et intéressant pour préserver la beauté d'Honfleur, et on accentue par une surveillance grâce à 2 personnes qui vont être sur la communauté de communes, service de police de l'urbanisme. Ils vont surveiller et ils vont regarder, verbaliser, faire un diagnostic de ce qui se passe. Et dans le même temps, on est en train également de lancer avec Sylvain Lavio quelque chose de très important sur les parcs et jardins parcables pour éviter également la bétonisation. Voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, voilà, une explication un petit peu plus ample de cette création de postes de police de l'urbanisme qui passe en grande partie à la communauté de communes. Pas d'abstention du vote contre, je vous remercie. Les assurances, notre conseil, dans sa séance du 12 juin 2019, a voté le report pour 1 an de la procédure de renouvellement des contrats d'assurance selon les risques suivants. Responsabilité civile, dommages aux biens, flotte de véhicules à moteur, embarcation maritime et protection juridique qui arrivait à échéance le 31 décembre 2019. Le dispositif de confinement de mars 2020 n'a pas modifié le traitement des procédures contentieuses en cours, bien au contraire. Il est proposé au Conseil de prolonger ces contrats d'une année supplémentaire afin de purger les contentieux en cours et de mettre en œuvre la procédure de renouvellement des contrats qui comprend la désignation d'une AMO et la constitution de pièces du marché. Cette consultation pourra être réalisée sous la forme d'un marché groupé avec le CCAS, le CIVOM et le CIVU. Pas d'abstention, pas de vote contre, ça permet de grouper l'ensemble des structures et d'avoir des prix plus intéressants puisqu'il y a plus de masse à assurer. La commission communale des impôts directs, on vous propose des noms. Alors, il faut 32 personnes. C'est l'État, in fine, qui choisit. Cette commission doit remplir les conditions suivantes. D'abord, les commissaires de cette commission, avoir 18 ans au moins, être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, jouir de leur droit civil, être inscrit au rôle des impositions directes locales de la commune, taxes foncières, taxes d'habitation, cotisation foncière des entreprises, être familiarisé avec les circonstances locales, posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Bah oui, parce que c'est sur l'ensemble immobilier, il faut bien connaître les rues, il faut bien connaître les maisons, il faut bien connaître le marché, etc. Donc ça demande quand même quelques connaissances, au moins des gens de terrain, et puis il faut également des gens objectifs et puis quelques personnes hors Honfleur. Voilà. Alors, je vous propose donc une trentaine de... Et alors, les membres de l'opposition sont partis. Et ce matin, dans un courrier, ils demandaient, ils proposaient une liste de noms à ajouter à la place des nôtres. Et par preuve d'ouverture, j'avais fait preuve d'ouverture en proposant d'intégrer 2 des 4 ou 5 noms qu'ils nous ont proposés. Voilà, on est toujours récompensé d'être très gentil et de faire preuve d'ouverture, vous avez pu le constater. Mais ça ne va pas en changer, et c'est pas parce qu'ils sont pratiqués de la sorte que je vous propose de changer les choses. Ils avaient proposé, alors, Madame Ivanova, Monsieur Pierre Philippe,
et Madame Sylvie Nicuncé-Désé. Et puis, alors, j'ai Madame Chamaillard, Monsieur Versavel. Je vous propose, donc j'ai appelé 2 personnes que nous avions appréhendées. Elles sont d'accord pour laisser leur place pour qu'il y ait des représentants de l'opposition. Je vous propose de l'accepter. Et donc, on aurait sur la liste, on changerait le nom de personnes qui étaient d'accord, mais elles sont tout à fait d'accord. Ça pour leur démontrer qu'on a rencontré strictement rien à cacher. Et on mettrait donc Madame Carole Chamaillard, qui est la candidate de l'opposition, sur la liste que nous proposons au préfet, en titulaire et en suppléant M. Versavel. Oui, alors il faut lire tous les noms, donc oui, mais il paraît que c'est possible. Voilà. Alors, M. Raymond Destin, vous comprendrez pourquoi, il a été élu pendant longtemps, il connaît parfaitement la ville, il connaît presque chaque bâtisse, il a été en plus adjoint, premier adjoint. Donc, Claude Chichery qui propose aussi, par connaissance, Annick Lebrasseur, Jacqueline Prandou, Philippe Poulain, Michel Marc, Chantal Lescroix, Jean-Claude Quintrix, Jean-Louis Thibault, Christophe Buisson, puisqu'on a le droit de mettre quelques conseillers municipaux, Éric Florin, Jean-Pierre Serreuil, Bernard Louvet, Bernard Jaouen et Carole Chamaillard, candidate de l'opposition. Hors commune, on a le droit à une personne hors commune, justement pour avoir un regard extérieur. On vous propose Alain Lefebvre, puisque Alain Lefebvre connaît alors là parfaitement la ville et ses habitants. Les suppléants, il faut 12, dont un en ronfleur. Philippe Alvarez, ça m'a semblé important que le premier adjoint puisse, voilà, en suppléant. Jean-Yves Loriot, Vincent Trousseau, Sylvie Barret, Michel Delahaye, Marie Chouquet, Françoise Lecoq, Dominique Rindorge, Sabine Davy, Jean-Jacques Bresson, Frédéric Lecomte, Benoît Meunier, Thierry Thomas, François Delancé, et on a pris un représentant de l'opposition sur les 4 noms qu'il avait proposés, François Versavel. Hors commune, on vous propose Christian-Jacques Bourgeon de Bonneville. Là aussi, il faut un hors commune dans les suppléants. Vous voyez, on a essayé de faire la parité au mieux, parce qu'il faut que les gens soient d'accord. Et puis on a essayé d'avoir des gens disponibles, car quand cette commission se réunit, c'est pas un travail très joyeux, et ça dure 1 à 2 journées entières. Donc voilà, donc, il fallait des gens disponibles. On a fait ce qu'on a pu pour trouver des gens disponibles qui étaient d'accord, qui connaissaient la ville, et on a fait preuve d'ouverture en acceptant 2 noms sur les 4 qui nous ont proposés. Oui, alors, ça, oui. Alors sur ces listes-là, les services fiscaux choisiront. Voilà, donc c'est pas nous on propose la liste, c'est les services de l'État qui choisissent. Je vous propose de délibérer sur le vote de cette liste. Pas d'abstention ni de vote contre. Je vous en remercie. Voilà, et Catherine, comme ça on a tout le temps pour aborder le débat d'orientation budgétaire. Voilà. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, nous avons. Si ça marche. Je passe. Ah non. Ça me fatigue. Bon, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, nous allons maintenant examiner le rapport d'orientation budgétaire 2020. Comme vous vous en doutez, la crise que nous venons de traverser, crise sanitaire, crise économique, a eu un lourd impact sur les finances de la ville. Par ailleurs, le soutien ponctuel que nous avons apporté à l'économie locale a engendré également une forte perte de recettes. Nous en sommes à l'heure actuelle à l'inventaire des pertes financières que nous pouvons déjà estimer à peu près 1 700 000 €. Avant cette crise sanitaire qui a débouché sur une crise économique et une crise financière, il était prévu de poursuivre les investissements engagés en 2019, à savoir l'aménagement intérieur de la lieutenance, la rénovation du manoir désert, les débuts des travaux de la rue Haute, la poursuite des études de la rue de la Chaussée. Un plan pluriannuel d'investissement était envisagé. Ce plan pluriannuel d'investissement, nous l'avons conservé, mais il ne s'agit en fait que d'une projection, puisque l'ensemble des recettes ayant été impactées, les projets qui avaient été initiés et qui devaient commencer à être réalisés en 2020 vont subir non seulement du retard du
fait des entreprises, du fait du confinement, mais également peut-être quelques retards du fait des financements à trouver. Ainsi, un emprunt devra être mobilisé en complément de notre autofinancement qui risque de diminuer dans les années à venir. Je vous rappelle que durant la précédente mandature, nous n'avons eu recours à l'emprunt que 2 fois pour des sommes très modiques. Une fois en 2016 pour un montant supérieur à 300 000 € pour financer la maison des jeunes qui se trouve dans le secteur du quartier du Canteloup. Et une autre fois en 2019, nous avons emprunté 200 000 € pour financer l'achat de l'agence de l'eau. Cette fois-ci, il faudra recourir à un emprunt beaucoup plus important, 1 250 000 € qui nous permettra de lancer les travaux de la lieutenance, mais également de lancer le début d'autres projets comme les travaux qui sont prévus rue Haute, rue de la Chaussée, le projet écologique qui doit s'inscrire au sein du manoir du désert, mais également le parvis de l'hôtel de ville. À cet emprunt s'ajouteront quand même heureusement des subventions. Nous attendons encore 120 000 € pour l'aménagement intérieur de la lieutenance. Il nous reste à percevoir 128 000 € pour les travaux de la route Émile Renouf qui sont achevés. Nous allons également recevoir une subvention de 60 000 € qui concernera la réfection de vitraux qui sont situés dans l'église Saint-Léonard. Quelles seront les conditions d'emprunt de cette somme de 1 250 000 €? Nous pourrons la négocier à un taux d'intérêt qui avoisinera les 1%. En effet, grâce aux interventions de la Banque centrale européenne, le secteur bancaire n'a pas connu de tension majeure, donc les taux d'intérêt sont encore très intéressants. Toutefois, je tiens à dire que ces 1 250 000 € ne sont pas encore empruntés. Nous allons attendre la fin de l'année et voir s'il est vraiment nécessaire de recourir à un emprunt aussi important. Donc, comme je vous le disais, nous en sommes à l'inventaire des pertes financières. Ceci dit, il faut continuer à avancer et donc à faire fonctionner tout à la fois les services de la collectivité et continuer à s'investir dans toutes nos réalisations futures. Au niveau du fonctionnement, nous avons déjà 3 postes de dépenses qui vont augmenter. Le chapitre 11, les frais généraux. Au niveau du chapitre 11, une contribution va nous être demandée pour les frais d'entretien du parc d'activité. Nous avons également quelques factures de transport qui n'ont pas été réglées, qui correspondent au premier semestre et au dernier trimestre 2019 pour un montant respectif de 58 063 € et 32 154 €. Nous avons également une augmentation des achats de matériaux pour les travaux qui sont faits en régie. Je vous rappelle, pour plus de 100 000 €, sachant que les travaux qui sont faits en régie nous permettent de récupérer de la TVA.